Yo, Q&A épisode 13. Comme d'habitude, si vous avez des questions à me poser dans l'informatique, vous pouvez les poser dans les commentaires de cette vidéo et j'y répondrai dans la prochaine Q&A qui devrait arriver dans les prochaines semaines, maximum. Voilà. Alors, comment as-tu acquis autant de connaissances en informatique? Il n'y a pas vraiment de réponse précise à ça. J'ai monté mon premier PC il y a une quinzaine d'années, je pense maintenant. Et depuis, je me suis toujours un peu intéressé à l'informatique, etc. Donc au fil du temps, en faisant des recherches, en lisant des articles, en regardant des vidéos, en lisant des magazines, des fois, des trucs comme ça, j'ai juste appris au fil du temps, quoi. Il n'y a pas vraiment de réponse particulière à ça. Juste s'intéresser au sujet et chercher des choses. Mais voilà. Que penses-tu d'aller décrasser les quelques pourcents restants de bloat, comme par exemple désactiver la calculatrice et désactiver le plus de services possible? Est-ce que ça aide vraiment? Cette question elle date un petit peu depuis, on y a répondu, notamment avec la vidéo qui testait des optimisations, et on a vu que non, ça faisait strictement rien, toutes ces optis là. À partir du moment où le Windows il est propre et installé proprement, que les pilotes sont installés et qu'il n'y a pas de gros problèmes, non, ça fera strictement rien. Voilà. Yo, j'aimerais savoir ce qu'est NVIDIA Physics et à quoi ça sert. Alors NVIDIA Physics, c'est une technologie de NVIDIA qui permet en gros de faire des effets dans certains jeux. Mais c'est quelque chose qui est supporté par très peu de jeux. Tu as la liste complète sur Wikipédia, il y a ces 64 jeux là. Concrètement, c'est pas des jeux qui sont très joués. Il y en a quand même, hein. Il y a Star Citizen là qui est encore présent, il y a The Witcher 3, enfin, il y a quelques jeux qui sont bien, tu vois. Mais il y a peu de jeux qui le supportent. Par exemple, là on dit une utilisation 100% CSGO, pour CSGO ça sert à rien. Ceci dit, c'est un logiciel qui pèse, c'est pas vraiment un logiciel, mais bref, ça pèse quelques centaines de mégas maximum, ça coûte rien à installer, c'est pas comme si c'était un truc qui allait tourner en fond en permanence. Autant l'installer, ça coûte rien. Tu l'installes et basta, ça servira pas quand ça servira pas, et puis si par hasard un jour tu lances un de ces jeux-là, bah tu l'auras déjà installé et puis c'est gagné. Tu penses quoi du mode MSI? Message signal interrupt, est-ce que c'est bien de l'activer sur les cartes Nvidia? Verra-t-on une différence, sachant que sur Radeon c'est activé de base? Alors le mode MSI, il est aussi maintenant activé de base sur les cartes Nvidia récentes. Il me semble que c'est depuis les 3000, je crois, ou 2000. Non, il me semble que c'est depuis les 3000 que c'est activé de base sur les cartes Nvidia. Et tu peux l'activer généralement sans problème sur les cartes Nvidia plus anciennes. Est-ce qu'on va voir une différence? Ça dépend des jeux, ça dépend des PC. Là, dans la majorité des cas, non. Mais en même temps, ça coûte rien à activer. C'est facile à activer. Et ça présente pas de danger. Donc, tant qu'à faire, tu peux l'activer. Bonjour, merci, merci. Que penses-tu de Windows Defender et du site Virus Total? Est-ce suffisant si on est vigilant? Et que penses-tu du logiciel MRT de Windows? Ok. Est-ce que Windows Defender c'est suffisant et efficace? Oui. C'est pas la peine d'aller chercher des antivirus payants, etc. Windows Defender fera aussi bien le travail. Est-ce que ça peut remplacer toutes les précautions? Non. Si tu télécharges, je sais pas moi, crack d'un jeu.exe et que tu le lances, et que le truc il te dit de désactiver ton antivirus pour le lancer, et que tu désactives ton antivirus et que tu le lances, bon bah là, quel que soit l'antivirus, hein, que ce soit Defender ou un autre, il pourra plus rien pour toi. C'est des bons outils qui marchent, mais bon bah il faut aussi que l'utilisateur soit un petit peu vigilant. Mais si tu as un bon bloqueur de publicité, c'est-à-dire uBlock Origin et pas un autre, et que tu as Windows Defender et que tu fais un petit peu attention à ce que tu télécharges, tu crains concrètement rien. Voilà. Et Virus Total, c'est bien, mais comment dire? J'ai envie de dire que oui, c'est un bon logiciel, oui, c'est utile, mais si t'en es à analyser quelque chose avec Virus Total, c'est que déjà t'as un doute sur ce que tu vas lancer et que tu devrais pas le lancer. Parce que si t'as un doute sur quelque chose, c'est que probablement tu devrais pas le lancer. Voilà. Donc oui, c'est un bon outil, mais... Et le logiciel MRT de Windows, donc c'est Malware Removal Tool, je crois, un truc comme ça. C'est un outil qui permet de
redémarrer le PC dans un mode spécial pour pouvoir éliminer plus de virus sur un PC déjà infecté. C'est bien, ça peut aider, mais quand tu utilises ça, ça veut dire qu'a priori ton PC il est déjà infecté par un virus. Si ton PC il est déjà infecté par un virus, la vraie bonne solution c'est de tout brûler, enfin de tout brûler logiciellement évidemment, pas de brûler le PC, mais de tout formater et de réinstaller Windows complètement de zéro et de vider complètement tous les disques durs et les SSD. MRT ça peut marcher, dans certains cas ça peut suffire, mais si le PC il est déjà infecté, moi j'aurais tendance à tout formater. Voilà, surtout, enfin si c'est pas mon PC, je sais pas ce que la personne elle a fait, je vais tout brûler et je vais tout réinstaller proprement de zéro, pour être vraiment certain. Voilà. Toujours aussi intéressant, merci. Que penses-tu de ce nouveau système d'assemblage de deux types de cœurs depuis la 12e génération? Donc on parle des architectures hybrides, avec chez Intel les e-core et les p-core pour efficient core et performance core. Est-ce que c'est une révolution? Oui et non. C'est quelque chose qui existe depuis vachement longtemps dans tous nos smartphones. Hein. Dans tous les téléphones, on a des petits cœurs et des gros cœurs. Depuis longtemps, ça fonctionne comme ça marche très bien. C'est bien, dans le sens où ça permet d'économiser de l'énergie, potentiellement. Sur PC fixe, généralement, la majorité des gens, l'économie d'énergie s'en fiche un petit peu, même si c'est de moins en moins le cas avec le contexte actuel. Mais ça permet aussi d'augmenter les performances dans les cas, c'est-à-dire les jeux et les applications qui utilisent plein de cœurs. Parce que ces petits cœurs là, ils ont l'avantage de prendre moins de place. Et on peut en mettre beaucoup plus dans un processeur qui fait la taille d'un processeur normal. Par exemple, si on prend le 13900K ou le 13900K, il a 8 gros cœurs et 16 petits cœurs. Ce qui fait quand même 24 cœurs au total. Ça fait beaucoup de cœurs, c'est très performant pour les applications qui peuvent utiliser plein de cœurs. Donc dans ce genre de cas-là, c'est bien. Maintenant, dans les jeux vidéo, ça sert à rien, parce que les jeux vidéo utilisent relativement peu de cœurs. Si un jeu vidéo utilise 6 cœurs, c'est déjà le bout du monde, quoi. En jeu, ça change rien du tout, ça sert à rien. Dans les applications, ça sert. Est-ce que c'est une révolution? J'ai envie de dire non. C'est finalement l'évolution logique. C'est ce vers quoi se dirige aussi un petit peu AMD quelque part, et ça va probablement devenir la norme. Actuellement, c'est pas très bien supporté parce que c'est relativement récent encore. Ça commence à être bien. Maintenant, dans 99% des cas, il n'y a plus de problème. Mais c'est pas encore parfait. Mais le support logiciel et matériel va s'améliorer. Et probablement que d'ici 10 ans, on aura tous des processeurs avec des architectures hybrides un petit peu comme ça. Voilà. Yo. Avec les nouveaux processeurs 7000, est-ce qu'on sera obligé de changer sa carte mère DDR5 actuelle une fois que la RAM DDR5 sera beaucoup plus rapide qu'elle ne l'est actuellement? Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut voir. Est-ce que dans 4 ans, on va trouver de la RAM DDR5 beaucoup plus rapide qu'actuellement? Oui, ça c'est sûr. Par exemple, parce qu'on parle d'AMD là, sur une plateforme avec AM5 actuelle avec un processeur un 7600 par exemple, on pourra concrètement pas trop dépasser les 6400 mégatransferts par seconde. C'est à peu près. Et encore, disons 6000 mégatransferts par seconde. C'est à peu près la limite actuelle qui vient pas forcément de la carte mère, mais plutôt du CPU. Ce qui veut pas dire que le CPU peut faire plus et que la carte mère va pas aussi brider. Okay. C'est vachement compliqué ces histoires de vitesse de RAM, parce que si tu regardes une image de carte mère, là c'est de la DDR4, mais on s'en fiche, c'est le même principe. Là tu as ton slot de RAM en bas, là, et tu as ton processeur en haut. Chaque petit pin là de la RAM, ça correspond à une connexion. Chaque petit pin là, c'est une connexion qui doit être connectée à un pin du processeur. Et pour connecter tout ça, il faut un fil qui va de chaque pin au pad du processeur. Et tu les vois, les fils, ils sont là, c'est tous les fils un peu bizarres, là, c'est tous ces trucs-là. Il y en a plus de 200 par pin de RAM, par slot de RAM, pardon, et il y a 4 slots de RAM. C'est déjà extrêmement compliqué à faire. Ensuite, tu peux voir que ces trucs-là, ils vont pas tout droit. Il y en a qui font des petites vagues.
ils font des petites vagues parce que c'est... Si je prends hop cette image là, là tu vois plutôt un design, pardon, dans un logiciel de design quoi, et tu vois les traces et puis hop, elles font des traits, elles font des traits, elles vont pas droit. Elles vont pas droit parce que c'est des signaux qui vont à très très haute fréquence, d'accord? On est sur du 5000 MHz, si on était sur du 10 mégatransfert, peu importe. On est sur des milliers de mégahertz, d'accord? Ça va très vite. À cette vitesse-là, les fils, c'est plus vraiment des fils, ok? Ça devient des lignes de transmission. Pour les gens qui ont fait un peu de HF, voilà, ça devient des lignes de transmission. C'est plus vraiment des fils, parce que la longueur d'onde du signal qui passe, elle est suffisamment petite pour que dans les fils, on soit pas au même niveau de la longueur d'onde avec la distance. Donc il faut faire ce qu'on appelle de l'adaptation d'impédance. Les fils, ça devient même plus des fils. Si tu veux les simuler, ça se simule un petit peu comme ça, ces fils-là. Et puis ça introduit d'énormes notions de bruit. Tu vois, tu as du bruit. Là par exemple, c'est une simulation à 10 MHz, je crois. Et si tu t'amuses à regarder le bruit de ce truc-là, sur une FFT, t'as ton 10 MHz là, mais t'as aussi des résonances à des centaines de mégahertz, tu vois, selon les circuits, selon les fils, etc. C'est très complexe, ok? La DDR4, tout le routage de la DDR4 et les machins et les adaptations d'impédance, c'est extrêmement compliqué, d'accord? Si tu entends quelqu'un dire ouais la DDR4 c'est simple, ou ouais la DDR5 c'est simple, oui l'overclock de RAM c'est simple. Non, 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 non. C'est vraiment... c'est très 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 complexe. Donc, pour en revenir au sujet initial, il y a le CPU. Enfin, non, plutôt. Tout ça là, ça concerne la carte mère, d'accord? La qualité du signal qui passe au travers de la carte mère, ça c'est une constante qui est assez fixe, tu vois, et tu peux pas la changer sans changer la qualité de la carte mère. Ça s'améliore, hein, on met des plans de masse, on met des machins, on améliore le signal, on améliore le chemin, on réduit la distance, etc. On peut faire des trucs, tu vois. C'est très compliqué, et ça c'est lié uniquement à la carte mère. Ensuite, on a aussi le processeur. Dans le processeur, il y a un IMC, donc Integrated Memory Controller, qui sert à gérer la RAM. Et lui, ce contrôleur de RAM, pareil, il a aussi des limitations. Pas les mêmes, mais il a aussi des limitations, et ça, elles sont liées au processeur, ces limitations. Donc, tu as d'un côté le processeur, la carte mère, et tu as aussi les barrettes de RAM. Parce que les barrettes de RAM aussi, elles ont des limites. Hein. Et du coup, il y a ces trois trucs-là qui rentrent un peu les uns dans les autres, qui s'en mêlent, et c'est ces trois trucs-là que tu dois prendre en compte pour savoir si tu pourras utiliser un certain kit de RAM avec un certain processeur et une certaine carte mère. Donc ce qu'on a actuellement, c'est sur un 7600 par exemple, on fait tourner de la DDR5 à 6000 mégatransferts par seconde. Dans 4 ans, on aura des kits de RAM à, je sais pas, 12 000, 15 000 mégatransferts par seconde. Bon. Est-ce que la carte mère, toute seule, pourra faire tourner les kits de RAM à ces fréquences-là? Non, probablement pas. Est-ce que, si je change la carte mère pour une qui les supporte, est-ce que le contrôleur mémoire de mon 7600 va pouvoir faire tourner mes nouvelles RAM sur ma nouvelle carte mère à cette fréquence-là? Non plus. Parce qu'il sera limité, c'est tout. Du coup... c'est un peu pour ça aussi... Comment dire? J'ai pas vraiment réfléchi à la conclusion de ma réponse à cette question. Mais... est-ce qu'on sera obligé de changer sa carte mère quand il y aura de la DDR5 plus rapide? Oui, mais ça suffira pas. Il faudra aussi changer ton processeur. C'est notamment pour ça que acheter un kit de RAM maintenant de DDR5, genre mettre 400 € dans un kit 8000 mégatransferts par seconde, en disant ouais mais comme ça après je peux le garder plus tard, c'est nul. Parce que de toute façon, dans 3 ans, tu auras des kits qui seront à 12 000 mégatransferts par seconde qui vont coûter 200 €, tu vois. Il vaut mieux acheter quelque chose de raisonnable aujourd'hui et quelque chose de raisonnable dans 3 ans, plutôt que quelque chose d'ultra cher aujourd'hui et quelque chose d'ultra cher dans 6 ans, tu vois. C'était peut-être pas très clair, tant pis, c'est les Q&A, c'est un peu comme ça. Hello, c'est quoi ton travail actuellement? Je fais un master en électronique.
Salut. Avec la nouvelle sortie de CG AMD, comptes-tu faire une vidéo sur le panneau AMD? J'aimerais bien. Là, je suis actuellement en train d'essayer de vendre un vieux PC. Et une fois que j'aurai réussi à vendre ce PC, je pourrais m'acheter une carte AMD avec le prix de la vente de ce PC. Et puis j'en profiterai pour faire des vidéos sur le panneau AMD. J'aimerais bien faire aussi une vidéo sur comment stream avec une CG AMD sans perdre trop de performance. Et voilà, c'est prévu. Je sais pas quand est-ce que je vendrai ça, ni quand est-ce que j'aurai le temps, mais c'est prévu. Alors, je reviens sur une question que j'ai vue. Que penses-tu de Christitus Tech? Je pense avoir répondu à ça, peu importe. C'est quelqu'un qui fait des vidéos qui sont bien. C'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup sur tout ce qui concerne Windows. C'est quelqu'un qui a fait un logiciel d'optimisation qui s'appelle... je sais plus, mais en cherchant Christitus Tech sur internet, vous allez trouver facilement. Est-ce que je recommande ce logiciel? Ça dépend. Il y a des options dans le logiciel que je recommande absolument pas. Il y en a d'autres qui sont ok. Si vous êtes capable de lire les options du logiciel et de cocher seulement les trucs que vous voulez cocher, pourquoi pas. Si vous n'êtes pas à 2000% sûr de vous, je recommande pas. Voilà. Pour le sujet des interférences électromagnétiques... moi qui ai un Be Quiet 601 sans la vitre, est-ce que mon PC est toujours une cage de Faraday concrètement? Oui, pas parfaite, mais oui. Oui, voilà. Après, ça change plus grand chose. Ça peut aider dans certains cas extrêmes, mais dans la majorité des cas, ça changera rien. Voilà. 50 ampères, ça passe tranquille. Aucun risque. On parlait, je suppose, de l'overclocking de processeur. Oui, généralement sur un processeur qui va consommer entre 1 et 1,5 volts à 50 ampères, ça fait 50 à 75 watts. C'est pas beaucoup pour un processeur, oui, c'est vrai. Salut, est-ce que je viens d'investir dans un 13900K, simulation 3D, encodage, etc., mais je n'ai pas encore acheté ma carte mère. Donc je me demande si pour du pro j'aurai un réel gain de perf à passer sur de la DDR5 à partir de la DDR4 et à partir de combien de MHz. Bon, alors c'était une question qui a 3 mois, donc je suppose qu'il a acheté sa carte mère depuis, mais ça reste intéressant. Ça dépend des logiciels. Voilà, ça dépend entièrement des logiciels. Dans la majorité des logiciels, ça changera honnêtement strictement rien, et garder ton kit de RAM, ça ira très très bien. Il y a des exceptions. Dans certaines rares exceptions, la DDR5 avec sa bande passante améliorée peut aider. Voilà. Donc il faut chercher des benchmarks sur chaque logiciel particulier pour voir si ça aide ou non. Il y a Puget System qui fait énormément de benchmarks professionnels qui peut aider sur ce genre de logiciel, qui fait des choses qui sont vraiment très très bien. Là par exemple j'ai pris Premiere Pro par exemple, hein, mais ils font des benches comme ça et ils testent un petit peu tous les CPU, les machins, pour pas mal de logiciels. Là j'ai pris Premiere Pro par exemple, mais ils ont aussi fait quelque chose par exemple qui teste tous ces logiciels là avec quel est l'impact de la vitesse de la DDR5 sur tous ces trucs là. C'est vachement complet, c'est vachement bien fait, pardon. Donc si jamais vous avez une utilisation pro, vérifiez Puget System. Vous avez aussi les benchmarks de Gamers Nexus généralement qui font quelques logiciels pro, genre Premiere, Photoshop, de la décompression sur 7-zip et de la compilation de code, si je ne me trompe pas. Voilà. Conseilles-tu d'utiliser le logiciel GeForce Experience? A-t-il un impact sur les performances en gaming s'il est ouvert? Est-ce que je le conseille? Ça dépend. Si tu veux te servir d'une des fonctionnalités du logiciel. Je sais pas trop ce qu'il fait, honnêtement, je n'ai jamais utilisé. Mais s'il y a une des fonctionnalités qui est essentielle pour toi, bah, tu l'utilises, et voilà. C'est aussi simple que ça, si tu te sers du logiciel, utilise-le, si tu t'en sers pas, l'utilise pas. Est-ce qu'il a un impact sur les performances en gaming? Ça dépend, dans la majorité des cas non. Des fois oui, mais même s'il a un impact, c'est pas énorme. Voilà.
C'est juste, si tu as besoin de l'utiliser pour ce qu'il fait, utilise-le. Faut pas vraiment se poser plus de questions que ça, quoi. Quels sont les critères pour choisir une bonne alimentation? Alors, il y en a plein. Il y en a énormément. La version simple de comment choisir une alimentation, c'est que tu vas juste sur la Power Supply Tier List de PSU Cultiste. Je mettrai le lien dans la description. Et ils listent en gros la majorité des alimentations qui existent et ils ont un système de ranking par tiers. Donc tu as du tiers A au tiers, je pense que ça va jusqu'à E. Ouais, ça va, non, ça va jusqu'à F, parce qu'il n'y a pas E, si, D, E, F. Bref, tu cherches ton alimentation là-dedans, et si elle est en tiers A ou B, ça va. Si elle est en tiers C, ça va si c'est un WC vraiment pas cher, genre moins de, je sais pas, 700 €, un truc comme ça. Et si elle est dans le tiers D ou E, bah t'achètes D, E ou F, bah t'achètes pas ça, quoi. C'est une excellente liste. Bon, là comme ça paraît pas, mais c'est vraiment une excellente liste. Et si vous avez besoin de plus de détails sur une alimentation de la liste, juste autre chose que juste tier A, vous pouvez cliquer sur la spreadsheet là. Et sur la spreadsheet, vous avez la liste complète avec plus de détails et les sources avec des reviews détaillées pour chaque alimentation. C'est vraiment une liste qui est exceptionnelle, celle-là. Pour les alimentations, il n'y a pas mieux. Et bah, juste, voilà, si... c'est comme ça que tu fais pour choisir une bonne alimentation. Tu vas sur la tier list et si elle est dans tier A, c'est super. Si elle est en tier B, ça va. En tier C, personnellement, j'évite. Mais si t'as un PC pas très performant, vas-y, enfin, pas très cher plutôt que pas très performant, vas-y, ça ira très bien. Et par contre, DEF, tu touches pas. Voilà.